Vous écoutez À suivre sur Arte Radio. Attention, des scènes et des propos de ce podcast impliquant l'Auvergne, le lac d'Embrun dans les Hautes-Alpes, Saint-Raphaël dans le Var et encore les maisons avec du carrelage peuvent heurter la sensibilité des auditeurs et des auditrices. Arte Radio s'en désolidarise et tient à signaler qu'ils sont l'entière responsabilité de Renée Grezard, qui elle-même s'excuse aussi et tient à signifier qu'elle a changé. Depuis, elle n'est plus la même personne. Elle ne juge plus ni le carrelage, ni l'Auvergne. Mazou, je te fais ce vocal parce que franchement, j'ai envie de chier, j'en peux plus en fait. Ma pauvre, tous les jours, t'as des nouvelles de moi. Ça, c'est moi, le 26 juin 2024. Moi, en train de me plaindre de mon mec à l'une de mes amies les plus proches. J'avais besoin de cracher ma valda. Tout ça pour dire que... Et c'est ce qui explique ma petite voix de fouine, là. Que mon mec et son grand amour de la réalité et son pragmatisme, en ce moment, m'épuise. Ça me rend... je te jure, ça me... En fait, il me rend malade. Le sujet de cette embrouille entre mon mec, Clément, et moi, c'est l'organisation de nos vacances cet été. Le truc, c'est que moi, je suis plus... verre de Sprezzarum, quand lui, il est plutôt Quechua dans le Vercors. La 2 secondes easy est conçue pour vous abriter du soleil, du vent et de la pluie. 2 salles, 2 ambiances. On est sur un énorme sujet sur nos vacances. En gros, on n'a rien booké, comme d'habitude, on est à l'arrache. J'ai fini par péter un câble en disant « Dude, en fait, moi, j'arrête pas de chercher des solutions dans tous les sens. J'étais là, j'ai cherché des trucs à Marseille, j'ai cherché des trucs genre à Turin, j'ai envoyé 30 messages sur Exchange dans le Luberon, je ne sais où, pour essayer de trouver un truc. À chaque fois, tu sais, j'essayais de prendre un peu des maisons un peu stylées, soit un truc dans un coin sympa et tout. Là, il a commencé à me montrer une baraque à Saint-Raphaël. Tu sais, une vieille baraque avec du carrelage partout. Je disais « Ah, mais non, en fait. » Enfin, attends, regarde, il y a une vue sur la mer. Je disais, mais non, en fait. Et je lui ai dit, ça, c'est ma limite, en fait. Vous aussi, vous trouvez que j'ai l'air d'une maxi connasse ? Enfin, c'est moche, en fait. Je peux pas être dans un endroit moche. Comme ça, c'est pas possible. C'est quoi ça ? Orso, putain ! Les vacances, sa mère. Une série de Renée Grezard, réalisée par Arnaud Forest. Premier épisode. Souviens-toi, l'été dernier. Et là, en fait, le petit Clément, donc je lui ai dit, en fait, il va falloir que tu te mettes sur le bail parce que moi, je commence à en avoir assez. Et donc, qu'est-ce qu'il me propose ? Des trucs genre le lac d'Embrun. Franchement, en écoutant ce vocal, j'ai honte de moi aujourd'hui. Déjà parce que je passe pour ce que je suis, une snob qui n'aime pas le carrelage. Donc ici, t'es juste dans les gorges du Verdon, machin tout. Je suis là, mais en fait... Je te jure, mais j'ai envie de crever, quoi. Genre, ça me rend dingue. Et ensuite, parce que je passe aussi pour une privilégiée qui se plaint d'un problème franchement pas dramatique non plus. Et que en fait, c'est sûrement, et c'est sûr que c'est magnifique le lac d'Embrun. Car c'est toujours bien de le rappeler, d'après une étude de l'Observatoire des inégalités sortie en juillet 2024, 40% des Français ne partent pas du tout en vacances pendant l'année. Ah, ça me rend ouf. Donc comment dire, moi mes petits problèmes de carrelage, franchement... Ah putain, mais franchement, en fait, je te jure, je ris nerveusement parce que cette situation, en fait, on s'engueule depuis littéralement 3 jours là-dessus, quoi. En fait, pour comprendre, il faut revenir en arrière. Clément et moi, on s'est rencontrés juste avant le confinement, en mars 2020. Nous sommes en guerre. On est assez rapidement tombés amoureux l'un de l'autre et, en octobre 2022, j'ai accouché d'Orso. C'est un prout de mammouth, ça, non ? Non, C'est un prout de quoi, alors ? de papa. Orso, c'est mon 2e enfant. Mon aîné, Ulysse, est né en mars 2015. Mais c'est quoi la bêtise, Orso ? Ouais, c'était il y a 10 ans, j'en reviens pas moi-même. La bêtise. Ce petit bébé qui tétait mon doigt à la maternité chante aujourd'hui en se brossant les dents. J'en peux plus de toi. Quand Ulysse avait 3 ans, on s'est séparés avec son père. La vie, tout ça. Bon, mais heureusement, on s'entend super bien et on vit à 2 rues l'un de l'autre. Il a rencontré une nouvelle meuf que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, notre famille SO 2025 fonctionne bien. Bon, ok, mais revenons-en à mon embrouille avec Clément. Mais là, genre, meuf, je te jure, j'arrête pas de pleurer autour de cette histoire parce qu'il me rend ouf, en fait. C'est-à-dire qu'il se rend pas compte de ce qu'il me fait. Franchement, c'est un sketch. Bon, du coup, là, j'imagine que vous vous demandez pourquoi on s'engueule avec mon mec. La naissance d'Orso nous a procuré beaucoup de bonheur. Ouais, non mais par contre, il faut arrêter avec les feux de l'amour, là. Stop. Depuis qu'il est né, la vie est devenue aussi mignonne qu'un enfant qui apprend à dire le mot libellule. Libellule.
C'est une libellule. Ou aussi belle qu'un morveux qui récite de la poésie. Orso, stop. C'est un gros mot, on dit pas les gros mots. On dit pas des gros mots. Stop, Orso. Papa, il a dit une bêtise quand il a dit ça, d'accord? Tu arrêtes. Mais notre quotidien est aussi devenu plus contraignant. Mais tu racontes n'importe quoi, Orso, c'est un truc de ouf quand même. De dire que je t'ai tapé et tout alors que c'est pas vrai. Le gars mytho de ouf, quoi. Je dirais même plus chaotique. Orso, putain! Comme un enfant qui renverse tout pendant que vous travaillez. Orso a renversé une échelle avec des plantes dessus, bref, un truc. Parce que je vous apprendrai rien en vous disant qu'un enfant, c'est vraiment hyper prenant. Il y a les nuits sans sommeil, le corps en vrac après l'accouchement, les nuits sans sommeil, l'allaitement qui ne se passe pas toujours très bien, le terrible 2, les nuits sans sommeil, le terrible 3, les nuits sans sommeil, le terrible 4, le terrible 5. On apprend super bien à compter en anglais quand on est parent. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Puis il y a aussi la disponibilité permanente que requiert un enfant, cet épuisement majeur dont on sort un peu hagard quand sa descendance commence à lire et donc à s'autonomiser vers 6 ans. Oui, bah là, moi, je vais prendre ma douche. Donc, t'as passé ton tour du moment où tu pouvais... voilà, tu vas... Quand Du coup, je vais pas manger le petit-déj. Mais si, mais quand j'aurai pris ma douche, je te ferai des tartines. Mais là, va t'habiller, Ulysse, s'il te plaît, parce que là, je vais pas... Non, c'est Clément qui les fait. Bref, un enfant petit, c'est épuisant. J'adore d'ailleurs cette phrase de notre psy de couple. René, Clément, je ne sais pas si vous savez, mais les parents des enfants de moins de 3 ans sont souvent malheureux. Ça, notre psy, aussi intelligente soit-elle, en fait, elle ne le tient pas de nulle part. Car figurez-vous que depuis les années 80, des chercheurs en psychologie travaillent sur ce qu'ils appellent le paradoxe de la parentalité. The parenting paradox. Et selon la revue de vulgarisation scientifique Sciences Humaines, le niveau de bonheur ressenti au sein d'un couple a tendance à diminuer à la naissance du premier enfant. Les chercheurs appellent ce phénomène le paradoxe de la parentalité. Le niveau de bonheur moyen augmente à nouveau après le départ des enfants du foyer. Avis à toute la population, parents, futurs parents, grands-parents, amis des parents en galère, amis des futurs parents en galère. Je répète, la naissance d'un enfant, dont certaines personnes osent dire que ça n'est, je cite, que du bonheur, semblerait aller en réalité de pair, dans certaines études au moins, avec une baisse du bonheur. On va tous mourir! Ah non, c'est sale, loulou. C'est pas ça. Ah bah si, la poubelle c'est sale. En fait, le paradoxe de la parentalité, c'est le syndrome de Stockholm. Touche pas, non c'est sale Orso, c'est la poubelle où il y avait tes couches. On en chie. Non, mais ça, Orso. Mais dans le fond... Non, ne mets pas ta langue là-dessus, c'est pas possible. On est aussi heureux. Bref, l'espèce humaine est tout simplement bien pensée pour qu'on continue d'enfanter, on se ment à nous-mêmes au calme. Et pour aller plus loin dans ce paradoxe parental, les chercheurs convoquent aussi un autre concept que je trouve aussi super intéressant. La distinction entre le bonheur hédonique et le bonheur eudémonique. Le bonheur hédonique, c'est celui du plaisir immédiat, du divertissement, bref, de la kiffance. Le bonheur eudémonique, c'est celui du long terme, de ce qu'on construit lentement, mais qui nous épanouit profondément. Moi, depuis 2 ans, je dirais pas que je suis très malheureuse, mais j'ai un peu perdu de mon bonheur hédonique. Mes plaisirs immédiats sont plus limités et j'ai quand même de gros moments de down. Surtout quand je ne dors pas, et à ma décharge, c'est normal. Il faut dormir en ce matin. Mais maman. Ce n'est pas pour rien que la privation de sommeil est une méthode de torture qui entraîne plus rapidement la mort que la privation de nourriture. On sous-estime donc beaucoup ce que peuvent générer des nuits chaotiques à répétition. Ne pas dormir, en fait, c'est comme ne pas manger ou ne pas boire. C'est dangereux. Orso, je vais finir par me fâcher, je t'ai dit quoi sur le dessert là ? Ce qui est sûr aussi, c'est que je ne suis pas triste toute seule dans mon coin parce que je suis fragile. Non. Nos organisations sociétales actuelles et soi-disant super modernes ne sont pas du tout adaptées au fait d'élever des enfants. Au moins goûter le reste. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, je dis souvent d'ailleurs qu'on devrait être 10 personnes minimum autour d'un enfant pour s'en occuper. Bonjour les parents, vous connaissez sans doute ce proverbe « Il faut tout un village pour élever un enfant ». Quand une communauté entière élève un enfant, plutôt que de laisser ses parents biologiques s'en charger seuls, ça porte un nom en anthropologie. Ça s'appelle l'alloparentalité. Allô ? Qui ça ? L'alloparentalité. Allô ? Allô ?
Et selon des anthropologues comme Courtney Meehan et Ruth Mace, le fait que tout le groupe soit mobilisé pour s'occuper des enfants explique en partie le succès de notre évolution humaine. Et en fait, tout change au 19e siècle. Car contrairement à ce qu'on aurait tendance à imaginer, c'est la révolution industrielle qui crée la figure sacrée de la femme au foyer. Cette idée qu'on continue de payer cher encore aujourd'hui. Cette idée que s'occuper des enfants et du foyer serait pour nous toutes sans distinction, non seulement notre nature profonde, mais en plus notre magnifique compétence. De toute façon, quand il y a des enfants, une femme doit rester chez elle. La femme au foyer déboule parce qu'on voit se former une classe moyenne. Des comptables, des contremaîtres, des notaires, des employés aux écritures, dont le salaire unique suffit désormais à entretenir toute la famille. C'est par le travail qu'on devient libre. En gros, les hommes sont devenus de bons petits soldats du capitalisme. Allez bosser, bande de fainéants! Et les femmes, leurs petites infirmières, femmes de ménage et gestatrices à la fois. Sympa, non? Allez bosser, salaud! Moi, je vous le dis, on comprend mieux le merdier qu'on vit aujourd'hui. Voilà, je respire un grand coup, ça va aller, j'ai passé des super vacances au lac d'Embrun. En ce qui concerne les vacances, ce qu'on entend dans ce vocal en réalité, c'est l'épuisement des mères. Parce que même si avec mon mec, on est à 50-50 dans la répartition des tâches, il nous manque toujours 8 personnes pour vivre notre parentalité sereinement. Vous êtes plusieurs à me demander comment je fais pour avoir plus de 8 Sims dans mon foyer. Allô ? Il y a quelques années, sur Instagram, j'ai lu un influenceur américain qui disait Well, parents don't really go on vacation, hein. J'ai dit un américain. Well, parents don't really go on vacation, they just take care of their kid in a different city. Les parents ne partent pas vraiment en vacances, ils s'occupent juste de leurs enfants dans une ville différente. C'est ce que j'appelle la délocalisation parentale. La délocalisation parentale, c'est globalement une arnaque. Vous croyez que vous partez en vacances parce que, factuellement, vous allez dans un endroit super où il fait bon vivre. Un endroit où il y a parfois une piscine, la mer, la montagne, de belles balades à faire, des musées exceptionnels à visiter. Et vraiment, c'est merveilleux tout ça. Mais vous n'allez juste pas du tout en profiter. Tout simplement parce que vous partez en vacances avec les pires personnes pour en profiter. Et si vous vous demandez pourquoi je me retrouve donc le 26 juin à faire mon vocal de connasse, je suis désolée, mais il faudra attendre le prochain épisode pour avoir la clé de ce suspense insoutenable. Quoi, je suis une connasse ou je suis pas une connasse ? Vous écoutez À suivre sur Arte Radio. Bon voilà, comme vous le savez déjà, le 26 juin dernier à 14h27, j'étais en train de bitcher sur mon mec auprès d'une de mes meilleures amies. En fait, Clément me rend ouf. Et aujourd'hui, donc, je vais enfin vous expliquer pourquoi, la raison profonde de ce bitching. Et vous allez voir, c'est beaucoup moins superficiel que ça en avait l'air. Oui, c'est l'heure de la rédemption pour moi, je vais enfin peut-être arrêter de passer pour une connasse. C'est quoi ça? Les vacances, sa mère. Une série de René Grosard, réalisée par Arnaud Forest. 2e épisode, Requiem for a Dream. Et en fait, j'ai en face de moi le mec que j'ai choisi précisément parce que lui me ramène les pieds sur terre. Mais là, meuf, je te jure, j'arrête pas de pleurer autour de cette histoire parce qu'il me rend ouf en fait. Car cette histoire, c'est aussi une histoire de structure psychique. Ça me rend dingue parce qu'à chaque fois, il prend mes rêves et tu sais, il les ramène à la réalité. C'est une histoire de frottement entre le fantasme et la réalité. Donc là, voilà, j'ai quelqu'un qui me met des limites, j'en ai besoin. Mais putain, ça fait chier quoi. Entre mes fantasmes et sa réalité. Tout commence à la fin du mois de juin 2024. Quand, avec mon mec, on décide enfin de s'intéresser à la question de nos vacances en août. La délocalisation parentale. Parce que si on sait déjà ce qu'on fait au début et à la fin du mois, au milieu, on a un grand trou vide de 10 jours. 4 minutes de ouin-ouin et de jérémiade et de René qui se plaint de ne pas savoir ce qu'elle fait du 12 au 23 août. Bon, on aurait pu s'en préoccuper plus tôt, surtout qu'on sait depuis le début de l'année que la nounou sera off tout le mois d'août. Mais non, on s'en occupe à l'arrache. Orso, on va changer la couche.
À notre décharge, depuis la naissance d'Orso, on vit dans une essoreuse. On a bien essayé de se poser avec Clément pour en discuter, mais on n'a jamais réussi. Et je vous le dis, c'est aussi ça, cette urgence qui va créer... Ulysse, stop. Tu vas t'habiller là. Le gros drama que depuis j'ai renommé... le choc de la potée auvergnate contre le limoncello italien. Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Oggi avevo proprio voglia di preparare uno dei piatti, e cioè gli spaghetti all'assassina. Au début, pourtant, tout me semblait super simple. Ce créneau de 10 jours, j'en avais fait ce que moi j'appelle un trou à fantasmes. Vous voyez ce que c'est un trou à fantasmes ? Moi, très bien, parce que je passe ma vie à en remplir des trous à fantasmes. En fait, un trou à fantasmes, ce peut être par exemple cette fête tant attendue à laquelle on se rend. On portera ce jour-là cette robe dans laquelle on sera juste une bombe atomique, on fera des blagues et là tout le monde rira à gorge déployée devant votre intelligence et votre humour. Ensuite, on dansera et on sera heureuse comme jamais à faire tourner notre robe comme une derviche tourneuse inépuisable. Ah. Le principe du trou à fantasmes, c'est qu'en réalité, rien n'existe de tout ça. Si ce n'est soi-même, ses propres désirs, ses propres besoins, qu'on fourre allègrement dedans, comme dans une dinde de Noël. Et après ça, il va bien falloir faire quelque chose pour que tout ça ne se sauve pas à la cuisson. On lui coule le cul. Sauf que là, tout va dans une situation ou une réalité qui n'aura absolument rien à voir avec nos rêves. Parce que la vérité, c'est que vous n'êtes pas seul et que chaque personne est un univers, une réalité à part entière. La question de l'existence d'univers multiples traverse toute l'histoire de la philosophie. Donc, votre robe de derviche tourneur, vous pouvez vous la carrer où je pense. Mais voilà, moi pour ces 10 jours-là, ces 10 jours où on ne savait pas ce qu'on allait faire, j'ai imaginé que ça allait être un cocon de kiffance. Or, mathématiquement, scientifiquement, quel est le synonyme évident de la kiffance en vacances? N'importe quelle ville d'Italie, bien sûr. Marcello, voglio fare l'amore. Le pays de la dolce vita. No, ti aspetto qua io. Resta a casa tutto il giorno. Alors là, avec les enfants et Clément, on irait en Toscane, on mangerait des glaces. On visiterait des musées et des églises à tous les coins de rue. Orso, il découvrirait les pâtes à toutes les sauces, les primi piatti, les secondi piatti. Et Ulysse, on louerait des Vespas et on irait faire des tours de toute la ville avec lui. Le soir, on boirait des spritz, on mangerait une dernière glace. Mamma mia! Et on rentrerait se coucher, le cœur plein de soleil, de légèreté et de dolce vita. Marcello, ma mi vuoi bene? À ce moment-là, moi, je me vois déjà dans une fusée en partance pour l'Italie. Arrivederci! Problème, j'ai un mec qui est tout le contraire de moi, c'est-à-dire un mec réaliste. Donc, quand moi je lui parle de mon rêve d'Italie, le gars me répond du tac au tac. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Là, moi qui suis bien installée dans ma fusée, je ne comprends absolument pas cette réponse, en fait. Quoi ? Comment on peut dire non à une ville d'Italie ? Eh bien, c'est très simple. Clément me parle de tout ce que j'ai oublié dans mon trou à fantasmes. Houston, we've got a big problem. C'est-à-dire les inconvénients. Mon mec est en train de me faire chier. Comprenez. Dans notre couple, on se surnomme verre d'eau plein et verre d'eau vide. Moi, qui suis optimiste, je suis bien évidemment le verre d'eau plein. Et lui, qui a une petite tendance au pessimisme, est plutôt le verre d'eau vide. Donc, quand je lui parle d'une ville d'Italie en été, lui, ce qu'il entend, c'est voyage infini en voiture non climatisée, bitume, canicule, enfant de moins de 2 ans en galère pour faire la sieste et dormir, enfant insupportable, crise dans les musées, crise dans les restaurants, dispute de couple, divorce, dépression... Et mort. Là, on pourrait croire que j'entends de raison, mais c'est mal me connaître. Car en plus d'être super snob du carrelage... Tu sais, une vieille baraque avec du carrelage partout, je dis mais non en fait. Je suis têtue. Donc au lieu de me débiner, je propose encore d'autres villes d'Italie, de plus en plus proches de la France, pour tenter de l'amadouer, d'autant que j'ai pas le permis. Donc c'est pas possible. Et en plus, il conduit. Moi, je conduis pas. Donc qu'est-ce que tu veux que je dise ? Si tu vas conduire.
jusqu'en Italie. Et puis, parce que j'y crois encore, je continue d'envoyer des messages sur un site d'échange de maisons. Ciao, sono Renata. J'y crois dur comme fer. Ça va finir par marcher, j'en suis sûre. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. La psy de Clément lui a dit un jour, j'imagine qu'il était en train de chouiner à mon sujet, un truc qui nous accompagne encore aujourd'hui. En psychologie, on oppose deux principes, le principe de plaisir et celui de réalité. Certaines personnes équilibrent plutôt bien les deux, d'autres, bof. Or, dans notre couple, Clément incarne presque toujours le principe de réalité et moi, presque toujours celui du plaisir. Met you by surprise. I didn't realize that my life would change forever. Et en vérité, cette situation est pas ouf, parce que concrètement, c'est inconfortable pour tout le monde. Lui, c'est toujours le relou de service contraint de me faire comprendre que mes rêves ne vont pas être réalisables. Et moi, je suis toujours celle qui se fait péter ses rêves en deux. Donc il m'a dit, en fait, tu rames, c'est pas possible. Et en fait, le but des vacances, c'est de se reposer. Et tu sais, il a raison surtout, il a raison. Mais genre, ça me rend dingue parce qu'à chaque fois, il prend mes rêves et tu sais, il les ramène à la réalité. Les vacances dont j'ai rêvé n'existent pas. Tout ça pour dire que mon mec et son grand amour de la réalité et son pragmatisme en ce moment m'épuise. Ça me rend, je te jure, en fait, il me rend malade. Ce sont des vacances que je pourrais imaginer avec des amis, en couple, seul ou à la limite avec Ulysse, mon premier enfant de 10 ans. Mais pas avec Orso, qui en a moins de 2, qui a encore besoin d'une sieste au milieu de la journée et qui n'arrive même pas à se concentrer plus de 5 minutes sur un jeu. Alors je vous laisse imaginer une expo d'1 heure dans un musée. Est-ce que tu veux du fromage ? Le besoin réaliste de mon enfant de moins de 2 ans, c'est de jouer, de dormir, de manger à des heures plutôt fixes. Boring. Bien sûr, on peut faire autrement, mais on sait déjà que ce sera à nos risques et périls. Parce que notre enfant, comme n'importe quel être humain, quand il est fatigué, il devient plus pénible, ce qui est normal, mais bien relou pour nous aussi. À ce stade, je suis donc terriblement agacée. Je te jure, mais j'ai envie de crever, quoi. Genre, ça me rend dingue. Voilà, là je riais encore, mais on n'avait pas encore atteint le climax de notre battle avec Clément, quand, non content de me refuser l'Italie, le mec se permet de me proposer... Et la première étape savoureuse a lieu à Charroux, en Auvergne. Et là, à ce moment précis, sans m'expliquer pourquoi, je sens mon cœur se serrer et ma gorge se nouer. Et je me mets à pleurer. Mais genre pour de vrai, je me mets à pleurer. Jean-Claude peut nous en parler, lui qui a le plus arpenté tous les petits sentiers du coin, comme la promenade de la Chaume du Vent à l'ouest de la commune. Oh, ce chemin, je le connais depuis étant tout gamin. Vous avez derrière moi les monts d'Auvergne. En face, vous avez la montagne bourbonnaise. J'ai dit Italie. Et qui regarde toute la vallée sur la Sioule. Donc là, c'est le moment où je m'excuse encore auprès des Auvergnats et des Auvergnates ou des gens qui aiment l'Auvergne. Je sais que l'Auvergne, c'est beau, ok ? Eh bien, nous sommes ici au cœur du village de Charroux, au centre de la cour des dames. J'y ai déjà été plusieurs fois. Et comme certains ont un ami noir, sachez que j'ai personnellement au moins une amie d'Auvergne. Tenter de conserver leur honneur. Pour convaincre un petit peu les assaillants de fuir, elles ne voulaient pas être trop appétissantes. Elles s'induisaient le corps d'excréments d'animaux. Mais dans le fond, en fait, ce que j'ai compris après, en soufflant un grand coup, As we inhale in through the nose, et en utilisant mon petit cerveau pour réfléchir, and exhale out. C'est que ni l'Italie ni l'Auvergne n'étaient vraiment le sujet de nos disputes. One more. Le véritable sujet de nos engueulades, c'est la phrase de notre psy de couple. Les parents des enfants de moins de 3 ans sont souvent malheureux. Notre véritable sujet, c'est la disparition de notre bonheur hédonique, qui pour rappel est celui du plaisir immédiat, du divertissement bref, du gros kiff. Gros kiff, 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 gros kiff. À ce sujet, la sociologue Christine Castelin-Meunier donne des chiffres qui sont une sorte de contraceptif puissant. La contraception, à vous de choisir la vôtre. Après la naissance de leur enfant, 28% des hommes et 38% des femmes renoncent aux sorties culturelles. Maintenant, c'est fini. 24% des hommes et 54% des femmes abandonnent leur activité sportive. C'est fini. 18% des hommes et 38% des femmes délaissent leur pratique artistique. Fini, fini, fini. En gros, on perd tout ce qui fait que la vie, c'est... Gros kiff, gros kiff, gros kiff, gros kiff. On s'éternisera pas sur la disparité des chiffres entre hommes et femmes, ça c'est juste la magie du patriarcat. Magie, magie, et vos idées antigénie.
Après 1 an proche du burn-out, en tension permanente, avec des nuits sans sommeil, un couple abîmé par toute cette fatigue, moi je ressentais un besoin impérieux d'évasion, de bonheur hédonique. Mon mec, qui est capable de voir plus loin, plus raisonnable, plus sage aussi, sait que ce plaisir reviendra, mais pas tout de suite. Que pour l'instant, on peut se contenter de se réjouir de construire des châteaux de sable sur une plage normande avec notre fils. On peut se contenter de construire notre bonheur eudémonique, celui du long terme et de l'épanouissement de soi-même. Et moi, en fait, quand je me suis mise à pleurer, aussi ridicule que j'en avais l'air, ce n'était pas juste parce que j'étais une impératrice de ces désirs qui détestent être frustrée, même si c'est vrai aussi. Mais parce que je perdais ce cap de lumière et de détente qui me faisait rêver. J'arrête pas de pleurer autour de cette histoire parce qu'il me rend ouf en fait. Pire que ça, je perdais une illusion. Or, comme je l'ai lu après dans un article de la revue scientifique Clinique, une revue centrée sur les besoins psychiques, la dépression est la réaction à la perte d'une illusion. Et voilà comment des gens qu'on dit très solaires et optimistes comme moi peuvent en réalité souvent vriller, devenir assez sombres. Lente dépression. En attendant, vous inquiétez pas pour moi. D'abord parce que comprenant que je ressentais cette urgence d'évasion, j'ai fait quelque chose d'un peu fou pour m'évader, quelque chose que je n'arrivais plus à faire depuis la naissance de mes fils. J'ai lu. Ouais, je sais, c'est complètement zinzin, mais je l'ai fait. J'ai saisi 2 petits livres de fiction que je venais de recevoir pour le travail, Synthétique et Toxique de Chien Fou, et Aucune notification de Pauline Armange, 2 petits livres des éditions de La Fourmi Rouge qui faisaient chacun une petite 50aine de pages. Et parce qu'ils étaient courts et super chouettes, j'ai pu les terminer et j'ai compris. J'ai compris que contre toute attente, je n'ai pas besoin de l'Italie pour m'évader. Il me suffit juste de lire des fictions qui m'emmènent loin de mon quotidien. Et tout seul, sagement chante, tu vois. Bref, si mes fantasmes peuvent me jouer des tours, l'imaginaire reste quand même la clé. Et si vous vous demandez, j'ai finalement passé un été merveilleux. On est parti à... Et puis non, ça je vous le raconterai dans le prochain épisode. À suivre. Vous écoutez À suivre sur Arte Radio. Alors oui, je vais mettre fin à ce suspense insoutenable. Je sais que vous n'avez pas beaucoup dormi cet été. Vous étiez obsédés à l'idée de savoir où nous étions partis en vacances. Italie, Auvergne, Italie, Auvergne, Italie, Auvergne. Eh bien, finalement, on a réussi à trouver un terrain d'entente. Les vacances du loup. C'est bientôt les vacances, je prépare ma valise avec toutes mes affaires. Alors, on prend les lunettes de soleil. Il part où le loup en vacances? Il va où le loup? Il va en Italie? Non, ça va pas en Italie. Quoi? Ça va ici. Je crois que c'est une valise pour l'Auvergne, ça. Nous sommes partis dans la Drôme. La Drôme, c'est l'alliance parfaite entre la montagne et le soleil. Et à bien y réfléchir, la Drôme, n'est-ce pas un compromis parfait entre l'Auvergne et l'Italie? T'es toujours en France, pas loin de la potée. La potée, c'est une cuisson de choux avec de la viande. Mais t'as le soleil, l'huile d'olive, les légumes du sud. Antipasti de légumes marinés à l'huile d'olive, c'est parti! Et hop, premier problème réglé pour sauver notre couple d'un péril certain. Bravo! C'est quoi ça? Les vacances, sa mère. Une série de René Grosard, réalisée par Arnaud Forest. 3e épisode, les Avengers. Moi, ce que j'aime, c'est aussi des vacances avec des potes. Un ami ou plein, c'est merveilleux. Ils rendent les jours encore plus joyeux. Parce que c'est l'occasion de les voir vraiment, de passer du bon temps avec eux, en dehors du quotidien. De voir les gens qu'on ne voit qu'en coup de vent, ceux qui vivent à l'étranger ou ceux qu'on appelle une fois tous les 3 mois. Je
crois que cette envie faisait aussi partie de la panique quand je me suis mise à pleurer sur la potée auvergnate. J'arrête pas de pleurer autour de cette histoire parce qu'il me rend ouf en fait. C'est-à-dire qu'il se rend pas compte de ce qu'il me fait. Franchement, c'est un sketch. J'avais peur que ces vacances soient le pompon d'une année intense psychologiquement. Qu'on atterrisse dans un truc sordide avec les enfants et qu'on se retrouve encore tout seul, sans amis, comme des losers. Oh, quel bazar, c'est incroyable. Regarde le carrelage. Magnifique. Encore. Partout, le carrelage est magnifique. Et en vérité, cette crainte n'était pas tout à fait infondée. Car, selon 3 sociologues, à l'origine de La vie en réseau, une étude entre autres sur l'amitié, la naissance d'un premier enfant va généralement de pair avec une diminution de la taille du réseau amical. Et en 1997, la sociologue Claire Bidard écrivait « Chaque mutation dans le cours de la vie comporte un risque pour les relations, celui de voir disparaître les bases initiales et partagées du lien. C'est ce qui explique que, dans l'ensemble, beaucoup d'amitiés soient perdues lors des bifurcations importantes et profondes intervenant lors du passage à l'âge adulte. Bref, un enfant, bien malgré lui, nous fait souvent perdre des amis. Parce qu'on est débordé, plus synchronisé, et parce qu'on change, on ne se reconnaît plus. J'étais pas seul, j'étais avec mon ami. La solitude m'a mentor. D'ailleurs, quand Ulysse est né en 2015, j'avais tellement peur de perdre mes amis, mais aussi de me perdre moi en réalité, que j'ai fait l'exact inverse de ce qu'on attendait d'une mère. J'ai épousé le dance floor, enchaîné les apéros, et je me suis fait plein de nouveaux amis. Veux-tu être mon ami ? Je vous rassure, j'étais pas non plus une mère démissionnaire, mais un week-end par mois, c'était la teuf. Et avec un enfant, c'est déjà beaucoup. Avec du recul, je peux dire que c'était une période qui m'a beaucoup enrichie, mais qu'elle était aussi le symptôme de mon couple qui n'allait pas très bien. Tout ça ne nous a pas aidés à rester ensemble. Heureusement pour ma santé mentale, j'ai accepté de m'en occuper et j'ai travaillé sur moi. Une thérapie plus tard, quand Orso est né, je n'étais plus la même. J'ai accepté de réduire mon cercle social. Mais ça reste un renoncement pour moi. Personne à qui parler, personne à qui faire une bise. C'est pourquoi il m'est d'autant plus vital de retrouver mes amis en vacances. Donc la perspective de l'été juste à 3 me faisait vraiment flipper. Et la voilà partie à la recherche d'un ami. D'autant plus que quand j'ai commencé à chercher des potes pour former ma team, ce que j'appelle mon super crew de vacances, Non, on ne veut pas être ton ami. Vous vous souvenez quand on était à l'école et qu'il fallait constituer des équipes de sport ? Vous vous souvenez des gros bolos à la fin dont personne ne voulait ? Et donc il nous a dit qu'il cherchait les nuls. Donc après moi je me suis dit, c'est mon jour de chance, je m'inscris. Évidemment que j'en faisais partie, j'avais peur des ballons. Et là c'était pareil. Quand on a essayé de constituer ce fameux crew de solidarité internationale pour partir en vacances, j'ai retrouvé cette même sensation et son odeur subtile de rejet comme ça là. Toutes les équipes étaient déjà constituées. Tout le monde, parmi nos amis parents, avait ses petites habitudes. Marion et Thibaut partaient avec le groupe de copines de Marion, Paul et Violaine dans leur communauté trop stylée de gens super beaux, et Clara et Geoffrey s'étaient rapprochés d'un autre couple d'amis. Je vais pas non plus vous énumérer tous nos potes, mais vous voyez le délire. Et surtout, sa conclusion gênante. Personne n'avait besoin de nous. Mal aimé, je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Alors que franchement, je comprends pas pourquoi. Horrible. Ouais, du coup... L'enfer. Bref, nos râteaux successifs n'avaient rien d'anecdotique pour moi. Je nous voyais sombrer dans une grotte pleine de couches-châles et de biberons. Avec Clément, on a fini par rire de nous-mêmes et de notre gros panache de losers. On se disait qu'on n'avait pas d'amis, que personne ne nous aimait, et on s'esclaffait comme des petits fous, comme ça. Mais c'est donc là que la déesse des gens à l'arrache nous a envoyé Victor et Estelle qui nous proposaient de partir avec eux. Hello, comment ça va ? Écoute, je voulais savoir ce que vous aviez comme plan pour cet été, si vous aviez déjà les plans. Ton ami, c'est moi, tu sais. Je vous avoue que nous, on est en plein casse-tête de vacances d'été. Et donc, c'est toujours très sympa de prévoir les vacances. Franchement, j'étais à 2 doigts de mettre tout le monde au club enfant, au club ado et de partir faire des trucs seuls avec Victor. Mais ce plan n'a pas été validé par mon conjoint.
Donc, à la place, ça vous dit, je vous propose de venir nous voir dans la Drôme. Victor et Estelle, on les a rencontrés dans de drôles de circonstances. On a joué ensemble un spectacle sur la parentalité issu du podcast Bliss. Estelle Gautry, Victor Point. Et comme ce show, génial au passage, est parti en tournée, on a passé beaucoup de temps ensemble, on a vécu des trucs forts et on est devenus amis. En plus, pendant cette tournée, Clément était souvent en coulisses. Moi, j'étais enceinte. Donc, Victor et Estelle nous ont connus à 2, puis à 3, comme des jeunes parents sans dessus-dessous. Et tout de suite, notre relation a commencé sur de l'entraide. J'étais photo d'eux en train de donner le biberon à Orso ou de le balader en poussette. Plus les années passent, plus on est solidaire. Alors les vacances avec Estelle et Victor, ça me sauçait de ouf. En plus, ils ont 3 enfants. Bertie, l'ado de 16 ans, que j'adore. Salomé, une petite chouquette d'amour, qui a l'âge d'Orso. Et Johan, qui a 1 an. Le Victor et Estelle. On va chez Victor et Estelle, avec qui aussi? Avec Salo. Mais Et le bébé, il s'appelle comment? Louiane. Johan, il s'appelle pas Josiane, il s'appelle Johan. 4 adultes pour 5 enfants, sur le papier on est pas mal. Allô? On se rapproche du village. C'est pourquoi, avec toute la modération qui me caractérise, et sans en parler à personne, dès que j'ai entendu ce vocal, j'ai célébré cette nouvelle union parentale dans mon cerveau fou. Victor, Estelle, acceptez-vous de prendre comme crew de vacances René et Clément? Bah, pourquoi pas? Oui, Baguette. René, Clément, acceptez-vous de prendre comme crew de vacances Victor et Estelle? Pas d'accord, pas d'accord. Oui, je vous déclare unis par les liens du crew de vacances. Ce qui est très agréable avec Victor et Estelle, outre le fait qu'ils sont foncièrement gentils et très marrants, c'est qu'en leur présence, tout semble très simple, fluide et doux. Vas-y, mets-moi une chanson. Spider cochon, il peut marcher au plafond. Nos rythmes sont synchrones, on s'occupe des enfants ensemble, on s'entraide, et personne ne se juge sur rien. Non, Orso, tu tapes pas avec la canne à pêche. Tu as entendu Estelle? Il tape, je vais lui enlever la canne à pêche. On tape pas. Mais c'est pas, il est tout petit, Orso, tu t'en rends compte? Parfois, on galère dans la journée à gérer les petits. Non, Joanne, interdit. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui a fait ça? Ah, il mord, d'accord. Interdit, Joanne. Et en fait, il aime bien manger les petits pieds de la cuisse, là. Ah oui, d'accord, mais c'est là que c'est bon, hein. Mais le soir, quand les enfants sont couchés, on se pose et on peut rire de nos déboires autour d'un verre, en se demandant si on pourrait avoir un CNews de gauche. Oui, mais enfin, Non mais c'est inaudible. Est-ce que vous comprenez que cette émission est inaudible? Et d'autres soirs, on fait des parties de Uno où tout le monde reconnaît que Clément est juste un gros relou. Et est-ce qu'on a le droit, dans vos règles pourries, est-ce qu'on a le droit de finir sur une règle? Non, oui, mais t'as dit pas sur un plus. Non, sur un truc normal. On n'a pas le droit de finir sur une carte noire. Voilà ce qui se passe. Mais les gars... Le matin, on va à la piscine où on emmène les enfants faire des courses au supermarché. On y va pour la course des caddies, ouais. Tu vas aller dans l'autre sens aussi, Salomé, toi comme... L'après-midi, pendant que les petits font la sieste, avec les grands, on cuisine ensemble. Pour ce qu'on a appelé le petit restaurant. Eh les gars, la casserole de chocolat, vous foutez de ma gueule en fait. Parce que ça, il me reste beaucoup. Les gars, mettez vos cuillères remplies, s'il vous plaît. Le petit restaurant, moi, j'adore. Mais quand on part en vacances avec des potes et des enfants, on peut vite avoir la sensation d'être bobonne en cuisine. Car tout ça prend du temps. Moi, ça me dérange pas parce que j'adore cuisiner. Et je crois que ça arrange tout le monde, en fait, que ce soit moi qui m'y colle. Enfin, presque. Par contre, René, t'as en tête de faire comme l'année dernière, d'être in charge of la nourriture tout le long? Moi, j'ai envie de cuisiner, ça fait partie de mes vacances et c'est cool. Ouais. Mais une partie de mes vacances, c'est pas de, pendant ce temps-là, m'occuper en permanence d'Orso, ce qui avait été un peu le cas. Je peux cuisiner avec Orso comme je l'ai fait. Rappelez-vous ce que disait la sociologue Christine Castelin-Meunier dans l'épisode précédent. À la naissance d'un enfant, les parents renoncent majoritairement à ce qui les fait kiffer. Et ce qu'on entend donc dans la voiture avec Clément, c'est qu'ici aussi je devrais renoncer à mon bonheur hédonique de cuisiner. Bref, faire des compromis, super. Ce que tu disais tout à l'heure était super intéressant, je trouve. Le côté, genre, que toi tu renonces. Donc ça c'est quand même un problème, c'est que moi je ne sais pas renoncer, je pense. En fait, je parlais du fait que, pour moi, la délocalisation parentale, et la parentalité d'une manière générale, mais c'est très aigu pendant les vacances. Parentalité, c'est renoncer. Bah, y a beaucoup de renoncements. Mais après, la précision que je vais apporter, c'est que c'est même pas, de mon point de vue, c'est même pas un choix. C'est-à-dire que je le fais parce que, en fait, j'ai pas le choix.
Ce qui me fait du bien aussi quand on part avec Victor et Estelle, c'est de les voir fonctionner ensemble. J'admire chez eux leur sagesse. Je dirais pas qu'on est des gros énervés avec Clément, mais face aux galères de la parentalité, c'est vrai qu'on a tendance à se rentrer dans l'art et à lutter pour notre survie. Estelle et Victor, eux, me font penser à un couple de Bouddha zen sur lequel tout glisse. La fatigue, le stress, les colères des enfants. Bien sûr, ça leur arrive de s'engueuler, mais c'est quand même pas la même limonade que chez nous, la famille Groseille. Grosard. C'est lundi, c'est ravioli. Peut-être que secrètement, j'espère que ça déteigne sur nous. Ou, comme dirait notre bon président, que ça ruisselle. Et pour le coup, ici, ça ruisselle un peu. À la fin des vacances, on est plus zen. Bon, là, on parle beaucoup des enfants. Mais eux, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Parce qu'en règle générale, on ne leur donne pas trop la parole. Alors, est-ce que pour eux, c'est bien ou pas les vacances avec les parents ? Bon, tu dis un peu ce que tu penses ? Oui, maman, c'est bon. Moi, j'ai bien aimé les vacances. J'ai hâte de revoir Melville, mon autre petit frère. Et de revoir papa aussi. Surtout Melville. Cocorico. Cocorico. On est déjà aux vacances et Orso, est-ce que tu aimes les vacances ? Oui. Tu préfères quoi dans les vacances ? Waouh, vous avez vu comme ils sont brillants, mes enfants ? Je suis trop choquée. La vérité, c'est que pour eux aussi, c'est pas simple parfois. Ok, je vais te laisser bouder, Ulysse, du coup. Essaye de me proposer quelque chose pour que ce soit pas juste une contrainte de visiter la cathédrale pour toi, en fait. En tout cas, moi, ce que j'observe d'eux en vacances, c'est qu'à l'âge d'Orso, partir, c'est marrant, mais point trop n'en faut. Nous, les adultes, souvent, si on a 3 semaines de vacances, on veut faire 3 lieux différents, tout visiter, s'en prendre plein les mirettes. Une fois que j'ai un petit peu repéré les activités qu'il y a à faire, je vais me les noter dans mon outil en ligne qui est Notion. Et ensuite, je vais pouvoir me créer un petit planning. Sauf qu'un enfant en bas âge, il met déjà 4 jours à prendre ses marques. D'autant plus s'il y a du monde. Donc bouger toutes les semaines, ça l'épuise. Et nous aussi, du coup. Une mère sur Instagram m'a raconté un truc que j'ai trouvé super intéressant. J'ai décidé d'arrêter de partir en vacances avec ma fille de 8 ans. Évidemment, c'est plus facile quand on vit à la campagne, mais je préfère me délester de l'intendance, de pas gérer les valises, les trajets en voiture, 48 heures d'adaptation à un nouveau lieu. Tout ça pour revenir décalqué en ayant laissé mon PEL sur le carreau. Donc j'ai choisi de rester avec elle, de lui faire plaisir, avec des activités qu'on n'a jamais le temps de faire dans l'année. Inviter ses copines qui habitent loin, faire des confitures, aller à des spectacles, profiter de la piscine en plein air du bled d'à côté. Bref, fun, pas cher et reposant. Les non-vacances. Pas de vacances cette année, alors j'ai voyagé autrement dans mes souvenirs. Pas de vacances pour les vrais gars. Franchement, j'ai trouvé cette mère super maligne. Parce que l'air de rien, elle s'est affranchie d'une énorme injonction. Partir en vacances. Et ce qu'elle a compris, c'est qu'on n'a pas besoin d'être loin pour se reposer. Bon, c'est sûr que c'est plus facile de faire ça quand on a le choix de partir ou pas. Si je trouve ça très malin, c'est aussi parce que ça me semble être une excellente réponse féministe à la question de la charge mentale que se prennent les femmes dans la gueule pendant les vacances aussi. Car oui, sachez-le, selon une étude de l'IFOP parue en 2023, en vacances, 71% des mères se sont chargées de faire les valises des petits. Alors, la crème soleil, je l'ai, les vêtements, je les fais. 72% des mères ont géré l'entretien quotidien du linge. Les draps, ouais. Faut prendre les draps. En cas d'activité extérieure, 53% des mères ont préparé les pique-niques. Chérie, pour la 10e fois, est-ce que t'es allée chercher du pain à la boulangerie ? Voilà comment on arrive à cette conclusion vraiment hyper surprenante. 56% des hommes reconnaissent qu'ils se sont plus reposés que leurs conjointes en vacances. À titre informatif, pour les femmes, c'est 28%. D'ailleurs, Bertie, l'ado d'Estelle et Victor, et sa copine Suzanne ont bien compris tout ça. Genre, je pourrais pas avoir d'enfant maintenant, ce qui est logique, mais je sais pas, genre là, c'est sa bouteille, il faut qu'elle la porte tout le long. Il me demande de la glace, bah non, c'est pas de la glace. On en a tous les deux une MDR. Une rageuse pour avoir de la glace. Moi, je suis trop pas assez. Je suis trop égoïste pour avoir un enfant. Ouais, voilà. Bah, pour l'instant, en tout cas.
avec une philosophie, être accepté comme je suis. Malgré les douleurs, je reste le point levé, lever la tête, bomber le temps. Voilà, ça c'était nos vacances avec Victor, Estelle et nos enfants. Et je dois dire qu'elle m'inspire 2 conseils que j'aurais aimé qu'on me souffle. 1. Simplifiez-vous la vie le plus possible. Lâchez sur des trucs et partez dans la Drôme. 2. Se délocaliser avec des gens qui sont dans les mêmes galères et avec qui vous allez pouvoir vivre au même rythme, c'est vraiment reposant. Et on se sent compris. Oh, vous avez vu ? Cet épisode se termine sans teasing. On dirait que je deviens moi une connasse ou quoi ? S'il y a quelqu'un qui est chaud pour se retrouver vers Orange ou Avignon la veille. Non ! Car sachez que cette année, on a aussi été invités en vacances par une bande d'amis queer chers à notre cœur. Et en plus, c'était tout près de la Drôme. Si je dis des amis queer, c'est que la majorité sont des hommes gays que j'ai rencontrés en soirée techno et qui n'ont pas pour projet d'avoir des enfants. Bref, que des gens qui savent exactement ce que c'est que de vivre avec un enfant en bas âge au quotidien. LOL! Vivement le prochain épisode. À suivre. Vous écoutez À suivre sur Arte Radio. Dans sa maison, un grand cerf. Alors, petit récapitulatif pour les TDAH inattentifs au fond de la classe. Des amis nous invitent à partager une grande maison à Vaison-la-Romaine. Petit détail qui a son importance, ce sont des amis queer, fêtards, majoritairement gays et sans enfants. Donc éloignés des préoccupations parentales. Très éloignés. C'est quoi ça? Les vacances, sa mère. Une série de René Grosard, réalisée par Arnaud Forest. Dernier épisode. Délivrance. Ses amis, comme tous ceux de cet univers, on les adore, car au-delà du fait que ce sont des amours, ils représentent un vent de liberté pour Clément et moi. On s'est rencontrés en teuf, temple du lâcher-prise s'il en est, où on existe autrement que comme des parents. Autant vous dire que quand on a reçu cette invitation, mon petit démon hédonique a fait sa plus belle danse de la joie. Le démon réaliste de Clément, lui en revanche, a tout de suite envisagé les problèmes. Oui, mais là, je crois que ça va pas être possible. Est-ce que nos potes se rendent vraiment compte de ce que ça signifie des vacances avec 2 enfants dans les pattes ? Parce que oui, frère, comme disent les jeunes, un enfant, ça interrompt les conversations en permanence. Attends, je parle à papa, là, 2 minutes. Oui, sœur, un enfant se lève souvent à 7h30, même en vacances, oui. Et encore, je suis gentille, parce que parfois c'est plus tôt. Ça fait du bruit à part. Imagine, t'as la chambre juste à côté de celle de notre descendance. Tu nous détestes, non ? Bah ouais, je comprends, frère. Un enfant, ça veut aussi dire que tu fais attention à tes petites affaires. Genre, non, on laisse pas traîner son pilon ou son verre de pastis sur la table basse. Et puis, malheureusement, non, on ne pourra pas aller passer la journée entière à la rivière. Car après le déjeuner, l'enfant doit dormir. Enfin, on peut essayer de sauter sa sieste si tu veux. Mais c'est prendre un risque dont tu ne mesures pas la portée, pauvre fou. Nous vous avions dit quelles étaient les règles. Oh, les règles! Oui, tu te rappelles la première? Mais vous n'avez rien écouté. Est-ce que ce ne serait pas un... Oh, Gizmo, pardon. Un gremlin, ça va? Plus sauvage, plus dur et plus effrayant. Bref, pour anticiper les potentiels drames, Clément m'a tout de suite fait redescendre. On dirait qu'il est né pour ça, lui. Et m'a imposé de prévenir les copains.
Coucou les choux, je vous fais un vocal parce que on est en voiture et que c'est plus simple. Nous, on est super chaud, très très partant même, super chaud. On voulait juste, avant que notre présence soit acceptée, tolérée joyeusement, vous dire un peu quand même ce que ça implique des vacances avec un petit de presque 3 ans. Ça s'entend de ouf que j'avais pas envie de faire ce vocal. C'est l'enfer. Non, c'est pas l'enfer, mais juste... Bon, c'est un enfant qui est dans son terrible tout, quoi, donc il dit non. Je me disais, bon, allez, pas vu, pas pris, on verra sur le moment. Mais même si ça m'arrache bien la bouche de le reconnaître, le démon réaliste de Clément avait encore une fois raison. Car sans lui, on aurait peut-être connu la même déchéance terrible que celle de Perrine Kervran, la grande chef suprême d'Arte Radio. Quand notre fils a eu 3 ans, bizarrement, nos potes étaient plus dispo. Ou alors ils avaient d'autres projets. Alors... En même temps, on se doutait bien. Nous aussi, on trouvait que notre quotidien était super chiant. Et en fait, c'était notre fils qui était chiant. Et du coup, on est devenus un peu les bannis des vacances et ça nous a fait un choc. On était un peu genre les mendiants de l'amour, quoi. J'ai de l'amour plein la tête, un cœur d'amitié. Il y avait juste un couple de potes, soit trop sympas pour refuser, ou alors à qui on faisait trop pitié. Et eux, ils nous toléraient encore et ils supportaient stoïquement les crises, les pleurs, les couchers interminables. Toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour. Les parties de Uno qui partaient en cacahuète ou les camemberts de Trivial qui ont volé plus d'une fois à travers la pièce. Voilà, donc c'était mon vocal des mendiants de l'amour. Et nous qui n'avions pas envie de perdre nos amis, comme Perrine, cerise sur le gâteau, on a aussi dû leur annoncer la venue d'Ulysse après un changement de dernière minute. Alors en vrai, je suis pas du tout fermée et partante pour en discuter ce soir, pour qu'on arrive à bien se projeter, comprendre les implications, etc. Parce qu'en fait, c'est vrai que pour moi, ça change un peu la donne. Peut-être que je me trompe parce que j'ai justement pas l'habitude d'être avec des enfants, mais je me disais qu'autant Orso est tout petit, donc il y aurait des contraintes d'horaire évidemment, peut-être qu'il va pleurer un peu, mais je pensais que ça nous impacterait pas tant que ça, alors qu'Ulysse étant un peu plus grand, il comprend tout. Du coup, pour moi, il faudra vraiment qu'on se tienne plus à carreau, qu'on fasse gaffe à tout ce qu'on dit. Donc forcément, au quotidien, peut-être un peu plus contraignant. Voilà. Enfin, moi, je reste ouverte à la discussion sur le sujet, mais j'avoue que je suis pas 100% à l'aise. Là, vous vous dites peut-être « Oh là là, ça craint, ça va partir en sucette de fou, ils vont perdre leurs vacances au bord de la piscine avec leurs amis, miskine, tout le monde va la rejeter, elle n'ira plus jamais en teuf, la daronne schlag du dance floor. » Eh ben non, calmez-vous, ok. Tout s'est très bien passé, car le grand secret de la vie, sachez-le, je vous l'apprends, c'est la communication. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Donc oui, j'ai remercié ma Julie. Mais merci Julie de faire part de tes réserves. Je t'en suis très reconnaissante parce que je pense que c'est mieux de parler des choses très clairement avant plutôt que d'être un peu mal à l'aise sur le coup. Enfin voilà, nous on n'a pas du tout envie de ça, quoi. La suite de ce presque drama, je vous la raconterai plus tard. On n'est pas à un teasing près, non? Parce que là, tout de suite, j'ai envie de faire une petite pause et de vous dire pourquoi je me suis pas crispée. La vérité, la voilà. Moi, je comprends très bien qu'en vacances, les gens aient parfois envie qu'il n'y ait pas d'enfants. Pardon? Eh oui, c'est ma position sulfureuse sur la polémique No Kids. Vous connaissez le phénomène No Kids? Restaurants, hôtels, campings interdits aux enfants, ils se multiplient. Mais le sujet des hôtels No Kids, je le trouve un peu plus complexe. Non que j'affectionne particulièrement ces établissements et leur politique, mais je m'explique. Nous travaillons tous et toutes beaucoup. Trop, à mon avis, même. Et si les vacances sont faites pour se reposer, je comprends que ça... ne fasse pas très envie en vacances. La vérité, c'est aussi que moi-même, si j'avais le choix, parfois, je ne serais pas contre me passer un peu de l'option crise à répétition et je garderai le meilleur, celui qui fait chavirer mon petit cœur de mamoun. Je fais le bisou magique ici? Oui, non ici. Regarde, je fais comme ça. Ça va mieux? Ça va mieux. Bon, c'est très bien. Par ailleurs, il me semble qu'en concentrant notre colère sur les hôtels No Kids, on évite les vraies questions plus profondes. Come into our house to get deep. What? To get deep. Pourquoi les enfants deviennent-ils particulièrement effrayants en vacances? Pourquoi les adultes attendent leurs vacances comme des personnes assoiffées sans une toute petite goutte d'eau alors qu'elles sont depuis longtemps dans le désert? Le pays de la soif.
Un homme ne peut pas tenir si longtemps sans le minimum vital. Oh, capitaine, calmez-vous. Le souci, en vérité, c'est l'organisation du travail dans une société capitaliste. Métro, boulot, dodo. Le plein temps durant 47 semaines et 5 légales pour souffler. Et encore, on a de la chance, on est en France. Petite pensée pour nos amis américains et japonais. Il y a pas longtemps, je suis tombée justement sur une vidéo d'Albert Moukébert sur la chaîne Welcome to the Jungle. Albert Moukébert, il est docteur en neurosciences et aussi psychologue clinicien. Et voilà ce qu'il dit. Avant la révolution industrielle, bien sûr, il y avait du travail, mais il n'y avait pas vraiment d'emploi. Il n'y avait pas ce concept de se lever et d'aller tous les jours au même endroit, à des horaires fixes, de 9h à 17h, de 8h à 18h. Et, après un certain volume horaire, arrêter tout pendant une certaine période de temps. Et quand on y pense, on ne traite quasiment aucune fonction de notre corps de cette manière. Vous allez voir très vite l'absurdité de la situation. Imaginez par exemple que moi, je vous dis, chaque premier du mois, je vais manger 20 kilos de bouffe pour tout le mois. En gros, je vais déjeuner, je vais manger le 1, le 2, le 3 du mois, et puis jusqu'au 30, 31, je mange plus. C'est complètement absurde, genre ça peut pas marcher, tu as besoin de manger tous les jours. Mais c'est un peu comme ça qu'on vit notre travail. On se dit, là j'ai une période de rush, je vais être stressé pendant des semaines, pendant des mois, et dans 3, 4, 5, 6 mois, je vais avoir mes vacances bien méritées, et je vais faire une sorte de pause de quelques jours. Et ça, c'est une sorte de tard quasiment biologique par rapport à comment on est supposé fonctionner. Du coup, je vous le dis cash, toutes les déclarations politiques révoltées sur les hôtels No Kids m'ont un peu agacée. Laurence Rossignol, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancienne ministre, aujourd'hui sénatrice PS, et vous avez déposé une proposition de loi pour interdire cette pratique de No Kids. Je les ai trouvées faciles, assez opportunistes et surtout hypocrites. Tout simplement parce que ce sont nos sociétés entières qui ne sont pas kids-friendly. On peut même le dire, les villes sont hostiles à nos enfants. Les trottoirs sont trop petits pour les poussettes, les restaurants n'ont pas de chaises hautes, dans les trains, rien n'est pensé pour que nos descendants s'occupent, et du coup, elles se retrouvent logiquement à péter un câble, et nous, on se fait engueuler. SNCF, c'est possible. En fait, c'est toute l'année que nos enfants soient exclus de l'espace public. Pire, ils en disparaissent. Des travaux de géographes ont montré que les trajets des enfants dans l'espace public s'étaient réduits de manière spectaculaire. Dans un rapport de l'agence d'urbanisme Bordeaux-Aquitaine, on trouvait par ailleurs ce chiffre. Le temps du jeu créatif libre, c'est-à-dire le temps passé à jouer dehors, a été réduit de 33% entre 1987 et 2002. Et puis, dans Leurs enfants dans la ville, le sociologue Clément Rivière a étudié les exemples de Paris et de Milan. En 2023, je l'avais interviewé et il m'avait dit « Ce qu'il est important de comprendre, c'est que le retrait des enfants de la ville est une tendance générale et un processus de très long terme. » Ce qu'il expliquait ensuite, c'est que le phénomène a été accéléré par deux paniques. Celle des accidents de voiture. Selon l'Observatoire interministériel de la sécurité routière, 84% des accidents mortels sur les routes ont été causés par des hommes l'an dernier. Et la médiatisation des affaires pédocriminelles, qui ont créé une sorte de trauma collectif. L'affaire du trou dans les années 90, par exemple. Aujourd'hui, on a beau savoir que les accidents domestiques sont la première cause de décès chez les enfants âgés de 1 à 14 ans, mais aussi que les agressions se produisent en majorité à l'intérieur des foyers, ces deux peurs sont désormais bien ancrées dans l'imaginaire de tous les parents. Et donc tout cela a une incidence concrète, la grande disparition des enfants de nos espaces publics. Et là, un hôtel assume cet état de fait, et c'est un scandale. Et, oh, quelle hypocrisie, laissez-moi rire. Et donc, pour en revenir au presque drama de Kids ou pas Kids avec les copains et de Julie qui a osé dire ce que tout le monde pensait tout bas. Voilà, moi je reste ouverte à la discussion sur le sujet, mais j'avoue que je suis pas 100% à l'aise. Non, je n'ai pas été choquée par sa réponse. Au contraire, tout simplement parce que je ne crois pas que ce soit aux gens sans enfants de s'adapter à tout prix à ceux qui en ont. Je pense que pour vivre heureux ensemble, il nous faut nous écouter et essayer de comprendre notre prochain. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'a fait Julie. Elle a posé sa limite, tout en essayant de comprendre ce qu'on vivait. Pour clarifier tout ça, on a carrément fait un apéro Zoom. Bonjour. Bonjour, salut. En fait, moi, un truc que je me disais depuis cette histoire de place, et même ce que tu disais, Julie, sur Ulysse, c'est qu'en fait, l'année dernière, il y a Julien qui demande à rentrer dans le... J'accepte. Non mais déjà pour récapituler pour Julien, en gros le sentiment général qui se disait c'était qu'il n'y avait pas de souci. Enfin déjà faut voir la place dans la maison d'Emmanuel, mais moi je pense qu'il n'y a pas de souci, on a dit qu'on était 8 plus 4 ça fait 12 encore c'est des enfants donc ça fait une chambre. Après un truc que je me demandais moi, et ça c'est plutôt une question pour Emmanuel depuis le début,
Est-ce qu'il n'y a pas des locations qu'on pourrait prendre, nous, à côté de vous? Comme ça, on passe du temps ensemble, c'est sympa, et en même temps, tu vois ce que je veux dire? On vous envahit pas de 2 gamins... C'est sûr qu'il y a des choses dans le coin, parce que c'est hyper touristique, donc ils font que ça, les gens, de louer des trucs. En fait, je sais pas si ça vous irait cette solution, mais moi je me dis que c'est peut-être le truc à envisager. Et du coup, on met la loc. Bah oui, ça. Oui, on peut mettre la loc en commun, on partage tout. Du coup, on est tous ensemble et on partage le truc. Franchement. Voilà, c'est comme ça que tout s'est solutionné. Par une proposition qui permet à tout le monde de passer un moment agréable. Et je vais vous le dire, on a passé des vacances exceptionnelles tous ensemble. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Vaison-la-Romaine. La journée, on faisait des trucs de daron, genre le petit train de Vaison-la-Romaine. En fin d'après-midi, on se retrouvait pour un plouf dans la piscine et des apéros parfaits. Ce genre d'apéros qui mettent la larme à l'œil. Bah on va se marier avec Alban à la rencontre. Mais qui a lancé la chanson derrière là? C'est quoi cette mise en scène parfaite? Ah, c'est parfait! Je vais vous le dire, ces vacances m'ont ému. Car là, j'ai eu la sensation que toutes mes identités pouvaient exister ensemble. Je pouvais être mère, teufeuse et amie en même temps. Dans un même endroit. Tu sais que tout le monde danse ici, hein? Mais moi, je veux pas que ma mère danse. Et avec le recul, l'option maison à côté des copains était vraiment le bon choix. Chacun avait son espace, mes potes pouvaient déraper et faire du trampoline nu la nuit s'ils le voulaient. Et mes enfants ne réveillaient que leurs parents, quand ils avaient décidé que leur Playmobil devait absolument commencer leur journée de boulot à 6h du matin. Bon, ceci étant dit, et même si on n'a rien payé pour notre location car on est passé par un site d'échange de maisons, j'ai bien conscience qu'on a eu de la chance. Que parfois, ce genre d'arrangement n'est techniquement pas possible. Mais en tout cas, on a quitté Vaison-la-Romaine, le cœur rempli d'amour et de joie. Après, on a laissé les enfants aux parents de Clément, ce qui nous a permis d'avoir du temps chacun de notre côté. C'est nous, ça! La maison de papou. Lui avec ses potes et moi avec les miens. Et ça aussi, c'est précieux. Bref, si je fais le point, pour la première fois depuis 3 ans, j'ai vraiment kiffé mes vacances. Et ce n'est pas un hasard. Orso, c'est plus un bébé, il s'autonomise, il communique de plus en plus avec nous, et on sort du dur. En gros, cet été, c'était la délivrance. Mais ce n'est pas seulement le fait d'Orso. Si ces vacances étaient magiques, c'est aussi qu'on s'est bien organisé en amont. Il est loin le temps du pétage de câbles parce qu'on était à l'arrache. On n'a rien booké, comme d'habitude on est à l'arrache. Donc on se retrouve toujours avec des plans foireux. Ce qui nous a manqué par contre, comme souvent, c'est un moment juste pour nous deux avec Clément. Passé ce délai sans réponse convaincante de votre part, une amende administrative sera adressée à votre encontre. Quelques jours en amoureux pour que notre couple vive en dehors des aléas du quotidien familial. Parce que en fait je ne vois même pas ce qu'on est censé avoir fait. Et ça, c'est quand même vachement important pour la survie de la relation. Je suis bien placée pour en parler car c'est un peu ce qui nous est arrivé avec le père d'Ulysse. Voilà, c'est la fin de cette histoire de vocal enragé. Vas-y, je te fais ce vocal parce que franchement j'ai envie de chier, j'en peux plus en fait. Ou comment on a réussi à transformer notre délocalisation parentale en vraies vacances pour tout le monde. Il y a du vent. C'est quand même super nouveau que je puisse me poser dans un hamac. Rien foutre, voilà. Et quand on s'est retrouvés pour la rentrée, franchement, on était presque aussi bouddha zen qu'Estelle et Victor. J'espère que vous aussi, vous avez trouvé votre recette parfaite pour traverser les vacances avec des enfants. Allez, prenez soin de vous, mes petits délocalisés. Et si ça vous va, on prend rendez-vous à SAP pour en finir avec le capitalisme, le patriarcat et les carrelages froids sous les pieds.